Bonjour à tous, évidemment ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Motor Life pour un nouveau Moto & Co avec il y a Camus bien sûr. Absolument. Comment ça va ? C'est comme d'habitude. Ça va. Je suis redescendu un petit peu. Ah ouais. Mehdi Bermani, salut. Salut Eric. Sportswear en rouge, super. rien ne bouge. Ouais. Ah c'est rigolo d'ailleurs, vous êtes tous les deux en suite. C'est bien, Rouge et c'est noir. bien. Ouais, c'est bien. Motor Ah ouais, la Life. boutique est toujours ouverte. Sur le shop Motor Live. Ouais, très très bien. Et puis Philippe bien sûr, ça va ? Oui, j'hésitais avec la chemise rose, mais j'ai pris la chemise Motor Live. Non, elle est très bien, ça va. Beaucoup mieux. Vraiment, elle est très très sympa celle-là. Et puis bien sûr Mathieu, ça va ? Ça va bien. Et moi, j'ai mon propre polo, tu vois. Non, très bien. Très bien. En fait, tu l'as laissé ici, tu le remets. Ouais, c'est ça. De temps en temps, je le lave quand même. Ah là là, cette semaine, on va aborder un sujet d'importance, les amis, puisque Euro 5 arrive alors à grand pas. Il y a même déjà des motos qui sont Euro 5. Et évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une norme arrive, elle chasse l'autre, et donc elle chasse aussi les autres motos, et donc il y en a forcément qui vont disparaître. Alors à moyen, long, court terme, ça c'est ce qu'on va voir à la fin de l'émission. Pour l'instant, on débute avec les actus Maya. Surprise de début d'année chez Harley qui ressort le Softail standard. Mais si, rappelez-vous, c'est la moto de Lorenzo Lamas dans le Rebelle en 92. Pour cette fois, la Moco n'a pas forcé le trait. Le standard 2020, c'est juste un streetball avec du chrome. Mais ça vous met le Twin 107 à 13 750 €, soit le moins cher des Softail. Trion va délocaliser l'ensemble de sa production en Thaïlande, où était déjà fabriqué l'essentiel de la gamme. Le site anglais conserve la R&D, mais ne sortiront plus des chaînes de Hinckley que les séries spéciales TFC, les Daytona 765 et les prototypes, soit environ 4000 motos sur les 65 000 de la production totale. Dans la série Plus on a de roues, plus on rit, voici le LM410 de Lazareth, que décidément rien n'arrête. Ce 4 roues homologué embarque un moteur de R1, c'est tout de même plus raisonnable qu'un V8 Maserati, non ? Contre la modique somme de 100 000 €, ma chère Maryse. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et j'aime pas les transitions, je sais pas pourquoi. On passe au shopping direct. Et le shopping, c'est quoi ? Le shopping, c'est Wheel Secure. C'est un produit très sympa. Je vais pas tout dire. Ah non. Lance le sujet. On le regarde tout de lance-le, suite. lance-le. Ok. C'était au Castellet, c'est ça ? C'était au Castellet Moto Lab Club 14. Ah, Atelier c'est de sécurité. Cool, c'est parti. Bon, on est toujours dans le Motolab qui regorge d'innovation pour la sécurité. Wheel Secure, c'est une nouvelle bombe anti-crevaison. J'aime bien mettre les pieds dans le plat, Vincent. Alors en fait, tu mets pas le pied dans le plat, tu m'énerves, parce qu'effectivement, on a réfléchi à prendre à contre-pied tout ce qui se faisait aujourd'hui. En gros, on n'est pas positionné comme un curatif, comme peut l'être la mèche ou la bombe anti-crevaison qui intervient une fois que tu as crevé. Ouais. On est, nous, positionné sur le préventif. On a donc un produit qui se met avant la crevaison, au moment où on installe des pneumatiques neufs ou qu'on a des pneumatiques quasi neufs, puisque le produit qui est injecté par la valve par un professionnel se retrouve avec une protection qui va être maximale sur l'intégralité de la vie du pneu. C'est une espèce de pâte avec Alors, du pneu dedans. C'est ça. certainement. Alors il y a un petit secret de famille, bien entendu, puisque c'est un petit peu ce qui est l'originalité de ce produit. C'est un produit qui est dérivé de l'industrie militaire. Au départ, c'est des choses qui servaient en gros à l'armée à arriver à l'heure quand ils avaient décidé de se retrouver à un endroit. Mais c'était un produit qui fonctionnait uniquement à basse vitesse. Notre gros travail en R&D pendant 3 ans, ça a été de retrouver une formule qui permet bien sûr d'avoir les mêmes propriétés réparantes que les produits de l'armée, tout en ayant une adaptation à la vitesse. Donc ça a été testé à 300 km/h. C'est Normutax-Ceram, donc c'est vraiment fiable ce qu'on est en train de raconter. Et surtout pour le motard, ça veut dire pas de vibration, pas de guidonnage. Il n'y a pas de balourd. Rien, aucun. Donc en fait, j'achète mes nouveaux pneus qui coûtent quand même assez cher. Je mets le produit Qui coûte pas cher. pour les protéger. Le prix qui est pratiqué par la grande majorité des installateurs, c'est 29 € pour les 2 pneus. On a environ 400 points de vente en France, Daffy au national, par Dog Biker pour nos amis d'Île-de-France, Sazi Center que vous devez connaître, et beaucoup d'indépendants. On est chez Harley, chez Triumph, chez Vespa, on est présent dans énormément de boutiques. Un beau Je trouve ça développement. intéressant. Moi, je pense que c'est à essayer. Essayez. Essayez. Moi, c'est pas mal encore. Hein. C'est pas mal encore. Je crois que toi, tu le. Ouais, je tu le le distribue. vends, hein. Franchement, c'est un super produit. Ça marche plutôt bien. Alors, ça marche pas à tous les coups. Par contre, quand on crève avec, on dit ah ça marche pas, mais en fait le nombre de fois où on sait pas qu'on a crevé, ça on peut pas le compter. Donc en réalité, c'est plutôt bien, ça fonctionne bien.
Bah voilà, alors ça c'est l'avis du spécialiste. Là, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, les amis. Enfin, j'espère. Pour Quoi, la si, peine. peut-être, mais... Bah si, non, pour la peine, on passe au dossier. Allez, c'est parti pour le dossier. Dossier de cette semaine, donc vous l'avez compris parce que je vous l'ai dit au début de l'émission, on passe à Euro 5. Il y a de plus en plus de motos qui sont déjà Euro 5. Il y en a qui vont disparaître. On va essayer de dresser un petit peu le bilan déjà, si on peut. On commence par peut-être quand même évoquer ce que c'est que la norme Euro 5 concrètement pour ceux qui ne savent pas, quoi. Oui, on est habitué maintenant aux normes. Donc Euro 5 moto, c'est maintenant l'équivalent de Euro 6 auto. Donc Euro 5 c'est déjà obligatoire là, dès janvier 2020 pour les nouveaux modèles homologués. Ça va être obligatoire pour tous les modèles, donc même les anciens modèles à partir de 2021. On est d'accord que ça concerne que les motos, petites, moyennes, grosses cylindrées, pas les cyclos. Si, ça concerne aussi les cyclos. Aussi Ouais, bien sûr. Ouais. Intéressant. Les cyclos sont compris. Donc, c'est la baisse des émissions sur le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote. La nouveauté, c'est que maintenant sont aussi prises en compte les particules fines pour les motos. Va y avoir 2 phases dans l'Euro 5. La première phase, donc 2020-2023. Progressivement, d'ici 2023, va être obligatoire la prise OBD2 sur chaque véhicule, donc là, une prise diagnostique. Enfin, une bonne chose. L'OBD, alors en fait, c'est la prise diagnostique. Là, ce qui était emmerdant, c'est qu'il fallait un câble par marque, voire même plusieurs câbles par marque. Il y a même certains véhicules, certains modèles qui avaient leur propre câble. C'était chiant. Ça coûtait cher en investissement. Ça va pouvoir baisser les coûts d'investissement et surtout être plus réactif pour le client et toutes ces choses-là. C'était quoi l'idée de départ? C'était d'empêcher justement, tu vois, des gens qui n'étaient pas des constructeurs agréés par la marque ou des choses comme ça, de pas pouvoir facilement réparer les motos et tout, ou quoi? Peut-être qu'il y a un petit peu ça, ou sinon c'est que le chef de projet s'est dit tiens, je vais faire mon câble, je fais mon câble et puis voilà quoi, c'est tout. Et en réalité, il faut que 2-3 fils, selon ce qu'il y a sur le véhicule, le nombre de calculateurs. Parce que en gros, c'est un peu comme une grosse prise USB et puis tu as accès à toutes les infos de la moto sur un ordinateur. C'est ça. Franchement, on parle encore de prise, et tout, mais on pourrait être connecté directement avec un smartphone. Mais là, on va être encore branché. Mais au moins, ça sera la même prise pour tous les véhicules et toutes les marques. T'as accès à quoi comme info là-dedans? Tu vois si j'ai fait une cascade ou un truc? Ça dépend des outils et de ce qu'il y a surtout dans le véhicule, du calculateur. Ouais. Voilà, en voiture, tu arrives à tout voir. Je pense que même avec le GPS, tu connais peut-être les derniers trajets. Mais sur la moto, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des choses assez simples. C'est le calculateur pour l'ABS, calculateur pour l'injection. Pour moi, ça vérifiait des dysfonctionnements aussi. Oui, voilà. Mais quand tu as un capteur... sur le système de contrôle des émissions, etc. En fait, ça va te mettre des codes erreurs. Si par exemple, sur un des capteurs, il y a eu... je sais pas, il a été sale, un capteur d'ABS, il a été crade. Tu as eu le voyant qui s'allumait un petit peu. Il s'est éteint parce que ça s'est nettoyé ou tu as nettoyé ta moto. Le calculateur va l'enregistrer, il va dire voilà, il y a eu tel code erreur. Le numéro va te donner si c'est le capteur devant ou derrière. Tu vas pouvoir, ça va t'aider à diagnostiquer certaines pannes. Et tout ce qui est panne moteur et tout ça, c'est pareil, ça se voit. T'arrives à déterminer un peu ce qui déconne dans un moteur. Si le gars arrive, elle arrête sa bécane et elle cale à chaque fois qu'il arrive à un feu. C'est quelque chose que toi t'arrives à déceler, t'arrives à comprendre ce qui peut se passer dans le moteur grâce à ça. Alors ça dépend. Là, ce que tu décris, c'est pas vraiment une panne moteur, c'est un périphérique. Ça va être l'injection, ça va être une pompe à essence. Par exemple, mais là, oui, ça va détecter que la pompe à essence a déconné. Ça va le détecter. Qu'un injecteur s'est grippé, alors ça va pas me dire oui, l'injecteur 3 est grippé. Ça va me dire défaut injecteur 3. Faut aller voir, est-ce qu'il est grippé, est-ce que c'est un fil qui est coupé ou c'est juste déconnecté. Faut aller chercher. C'est pas miracle encore, c'est pas encore du miracle. En bagnole, on a des trucs quand même hyper forts, mais dans la moto, ça aide au dépannage. Après, par exemple, tu fais une bielle sur une moto, elle commence à claquer, t'as aucun capteur qui te dira ouais, ta moto elle claque. Voilà, ça n'existe pas. Je sais pas, t'as un speed fourche qui fuit, ça va pas te le détecter. Quoique sur les motos avec les suspensions électroniques et tout, peut-être que ça pourrait le voir, mais voilà, ça prévient pas tout, ça répare pas tout, mais en tout cas ça facilite au travail.
Il y a d'autres choses sur les normes. Donc, sur l'Euro 5 B qui est de 2023, il y aura aussi une nouvelle norme sonore, donc une nouvelle limite sonore. Aujourd'hui, c'est limité à 80 décibels pour les 175 cm3 et plus, un petit peu en dessous pour les autres. Donc ça, faut s'attendre à ce que ce soit encore un petit peu plus... Ça me fait penser à ce radar de son qui a été installé dans la vallée de Chevreuse juste avant les 17 tournants, c'est marrant. On en a un à les Marseille radars aussi. Méduse. Ah, toi aussi? Ouais, Oui, la Marseille petite aussi. Méluse, là. Ouais, c'est pas, à mon avis, c'est pas anodin, ça. Tu vois, s'il y a les deux qui se passent à peu près au même moment, bon, bref. Bon, ça, c'est tout au niveau de la norme, là, on est bien? Ah bah oui, je pense Est-ce qu'on peut vraiment aborder le problème des bécanes qui disparaissent? Là, il y a le radar de son, et là, il y a une norme. Mais ça veut dire que les fabricants de pots d'échappement, ils vont, comme à l'époque, quoi, ça va... Il y en a 2-3 Ah bah, tu peux commencer à réduire un peu les quantités si t'en vends. Ah ouais, non, c'est clair. Moi j'ai envie de dire pas forcément parce Non. qu'il y a déjà des bécanes qui sont préparées Euro 5 et notamment la dernière Fireblade que j'ai essayé et niveau sonore ça va, c'est cool quoi les gars. Enfin il y a ça encore reste moyen bien. peut-être que tu sais ça passe à un certain niveau aussi comme il y a une double valve à l'échappement. Peut-être qu'il y a encore tu sais cette fameuse astuce comme Mais ça Il y a un truc que tu mentionnes, que tu n'as pas encore mentionné, c'est que, alors, déjà, dans les normes de bruit, il y a le miracle italien. C'est-à-dire, comment font Aprilia, Ducati pour homologuer leur truc, ça fait un bordel incroyable, etc. Miracle italien. Miracle japonais, ta CBR, que j'ai très hâte d'essayer, elle prend 300 en 4e. Donc, tu mets un vrai braquet dans la vraie vie, peut-être que le niveau sonore, il monte un poil, tu vois. Ouais, mais alors attends, il y a un truc aussi, ta norme. on peut avoir le même braquet sur circuit justement. Ta norme, elle est sur ta carte grise, c'est tant de dB à tant de tours. Oui, c'est ça. Oui. T'inquiète pas qu'ils se mettent au niveau à 3400 tours, là où en Ouais, fait c'est- c'est bien sûr. feutré, C'est assez valve est fermée, c'est ça assez résonne le complexe, moins. Oui, mais en le réalité, c'est une protocole moto. d'évaluation. Alors moi j'adore rouler sur une RSV4, mais c'est super bruyant. Quand la valve se met en place dans un tunnel du périphérique, les mecs en T-Max ils jettent sur les côtés pour te laisser passer. T'es Moïse, tu vois, c'est fantastique. N'empêche que c'est pas raccord avec les espèces de la Ouais, mais comment ça va se passer? passer? Non, mais ça veut dire que si tu tapes un peu dans ta meule J'aime et que tu bien passes ça. devant le radar Ouais. de son, Ils il sait que tu tapes, tu tapes dans ta meule. Oui, mais d'ailleurs, ça va forcément être obligé d'évoluer parce que comment tu peux indiquer à un radar sonore que tel véhicule doit faire tant de bruit? Donc ça veut dire que tu passes en 3e au lieu de passer en 5, t'es forcément un peu plus bruyant, donc tu te fais, on va t'imposer à quelle vitesse tu passes. Je parle en termes de rapport de boîte. Là, ça c'est va quoi être, l'embrouille? J'étais en première monsieur. j'étais en Bah excusez-moi, parce moi, que s'il faut que j'étais tu en roules seconde. Au 3000 tours, au 3000 tours, comme sur ta carte grise et que tu es tout le temps à 3000. Non, tu sais ce qui va se passer, c'est qu'on va finir par nous imposer les boîtes auto partout, tout le temps. Ouais. Ah ouais, ce sera normé comme ça. Comme ça, quand tu seras à 50, tout le monde sera forcément Et comme en une 4e à 50, à 2000 tours, on fera pas Non, de comme bruit. une et puis- tondeuse, tu auras la vitesse tortue ou la. C'est un la peu ça. vitesse Ouais. lapin, tu sais. Non, mais Voilà. bon, ça pose quand même pas mal de questions, tous ces trucs-là. Et les questions qu'on est en droit de se poser dès aujourd'hui, c'est alors, c'est quoi les bécanes qui sont déjà Euro 5 aujourd'hui? Il y en a plein chez Triumph. Triumph est dans une stratégie assez offensive sur le renouvellement de ses gammes. Et on parle même pas du partenariat avec Bajaj qui prévoit plein de petites motos de moyenne cylindrée. On fera l'objet d'une émission là-dessus. En fait, les Street Triple, elles sont renouvelées. Donc moi, j'ai essayé la RS. Ils ont sorti une S660 A2 moins chère que le modèle précédent, faut quand même le souligner. A priori, il y aurait un modèle intermédiaire là qui va peut-être pas tarder à sortir. Le diffuser quand l'émission? Ouais, il sera sorti. Donc il y a la R qui va sortir en modèle intermédiaire. Ils ont refait la Truxton RS, moteur Euro 5. La Rocket 3, elle est Euro 5. Les Tiger 900, elles sont Euro 5. Donc c'est vraiment une gamme qui est vraiment au goût du jour. BMW avec ses 900R et XR, on est aussi sur du moteur Euro 5. Ouais. Après, il y a d'autres motos. Là, j'ai essayé récemment une KTM 1290 Super Duke R. Ils te disent qu'elle est presque Euro 5. En fait, il faut mettre un calculateur et puis une espèce d'injection d'air quelque part. Et c'est bon, ça ne l'est pas encore. Mais c'est il y en a pas mal qui ne le sont pas encore dans les nouveautés. Chez Kawasaki notamment. Chez Honda, il y a aussi l'Africa Twin qui était sortie, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait aussi la R1, les R1 et R1M qui sont déjà Euro 5. Donc, tu vois, au niveau des sportifs, quand même, on peut faire des sportives en Euro 5. Propre. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, toutes celles qui sont pas encore Euro 5, on a le droit d'imaginer qu'elles vont forcément être renouvelées dans le courant. Enfin, ou disparaître, au moins présentées cette année. Ou disparaître. Et alors, s'il y en a qui disparaissent déjà, alors moi, je suis déjà inconsolable sur la disparition de la Royal Enfield Bullet 500. Ouais. C'est quand même la plus vieille. Déjà, c'est la plus vieille marque de moto au monde et on fait de manière continue. Ouais. La Bullet, si tu regardes le plan du cadre et en gros les principes de base mécaniques, c'est 1949, c'est la 350 qui a évolué en 500 en 91. Alors après, ils ont fait l'EFI injection en 2009.
Mais ils n'ont pas tout réinventé, tu vois. La moto était globalement comme ça. Et c'est une moto qui a mis un peu de temps à se moderniser, tu vois. Ils ont attendu par exemple 2001 pour mettre une boîte 5, un démarreur électrique et les vitesses à gauche. Toi, 42 ans après la CB 750. Les mecs, ils sont cool à l'époque. Enfin, maintenant, ils sont speed, mais à l'époque, ils étaient quand même assez cool. Mais quand tu vois les volumes de vente en Inde, si tu veux, c'est pas les normes européennes qui les ont bousculés plus que ça. Ils n'avaient pas besoin de nous. Bizarrement, il y a un changement de norme en Inde qui se passe et tout le monde a pris une claque. Une norme équivalente à Euro 5. Toujours est-il que la Bullet 500, c'est terminé. Effectivement, c'est un dinosaure. C'est une moto qui est bourrée de défauts. On peut l'aimer pour ça, on peut la détester pour ça. Enfin, c'est une moto qui a du caractère. Ah, ça, on peut pas dire le contraire. C'était une façon plutôt sympa de rouler à 80 à l'heure, entre deux radars tronçons, tu vois. Ça disparaît. Alors, on sait qu'ils travaillent sur un autre monocylindre. On a vu des choses plus modernes, on a vu un tableau de bord un peu digital. C'est une autre histoire. Est-ce que par hasard, on pourrait pas... Alors, il y a deux réflexions que je me fais par rapport à ça. Est-ce que le succès des 650, du coup, les conforte pas dans l'idée que finalement, ils peuvent abandonner les Bullets? Et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi qu'ils mettent un 6,5 sur une Bullet? Alors, le succès des 650, il est à la fois réel, mais aussi relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a permis de doubler les ventes en France. Ça a permis globalement la même chose dans plein de pays. N'empêche que Royal Enfield aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres en tête parce qu'ils ont baissé, mais on va dire à la louche 700 000 motos à l'année, c'est colossal, peut-être, mais de 10%. Sur les 700 000, c'est quand même 550 000, 350 monocylindres, tu vois. Donc c'est pas dire l'extension de gamme, elle nous fait plaisir à nous parce que tu as des gens pour qui c'était des motos trop anciennes, trop datées, trop contraignantes en termes de performance et de technologie. Donc on est content de voir la nouveauté. N'empêche que leur fonds de commerce, il reste encore sur la lower middle class indienne qui achète des motos basiques. Des Bullets 350. Donc ils vont bien être obligés d'en faire. Donc ils vont être obligés de refaire quelque chose dans ce sens-là. Effectivement, nous on sera content de voir l'Himalayan 410, elle est sympa. On sera encore plus content de voir une Himalayan 650 parce que la Pampa Twin que tu appelles tous les matins, en vrai c'est ça. Ils sortent ça à 6500 balles, ils peuvent le faire. Moto super. Waouh. Pardon, on va voir on sait qu'ils ont déposé plein de noms de modèles, Sherpa, Hunter, etc. Donc il va se passer des choses. Et puis alors donc il y a quand même des choses, il y en a d'autres qui vont disparaître, qui sont d'autant plus dramatiques entre guillemets. Alors Mehdi, lui, il est dévasté pour un autre modèle. Moi je suis dévasté, mais on parlait des sportifs qui passaient la numéro 5, mais il y en a une qui va pas. Enfin c'est la GSX-R là. On a appris que la GSX-R disparaissait, parmi d'autres d'ailleurs modèles très importants chez Suzuki. Mais donc là, Rocat, ça signe un petit peu. Non, mais là, c'est qu'un au revoir. C'est qu'un au revoir, je pense. C'est qu'un au revoir. Non, c'est sûr, c'est qu'un au revoir. Elle va revenir, mais il va y avoir un trou. A priori 2022, voire 2023 revanche, pour une nouvelle jet. De disparaître chez eux, c'est sur la gamme Bergman. Pas le 125 qui va disparaître là momentanément, qui sera remis au bout du jour peut-être avec de l'électrique. On sait pas, de l'hydrogène. Tu sais, ils ont bossé vachement sur un Bergman. Ou de l'énergie solaire. C'est ça. Mais le 650, le Big Berg, de l'énergie solaire, le gros panneau, c'est ça. Le Bergman 650, donc il y a un peu la référence des scooters GT aujourd'hui. Lui, par contre, c'est fini, quoi. Les chaînes de production finies. Ça y est, c'est stoppé. Voilà. Il reste le 400 en revanche, qui lui va passer Euro 5. Mais c'est pareil, le 6,5, je peux comprendre que ça soit pas des volumes de vente colossaux parce que c'est pas donné, c'est imposant, ça demande c'est un certain style, etc. Mais enfin, c'est difficile d'imaginer que Suzuki revienne pas sur quand même un gros maxi scooter avec une cylindrée importante. Ça paraît pas sous cette forme. Sous cette forme. Faut voir. Après, tu sais, c'est comme pour la Yabusa. On a vu plein de choses, apparemment avec un turbo ou un compresseur qui permettrait de leur faire passer plus facilement les normes européennes. Donc, je sais pas. Il va y avoir de la techno quoi qu'il arrive. Des nouveaux trucs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Suzuki va renouveler sa gamme scooter. Peut-être pas complètement. Il y aura peut-être moins de modèles et puis aussi d'autres formes. Alors, on subodore justement électrique ou hydrogène, mais que va y avoir davantage de modèles moto. Ça, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. On avoir moins, ça commence à devenir compliqué chez eux. Donc à un moment, il fallait quand même... À part le Burman, il y a le Burman. Et quoi d'autre alors qui disparaît dont on est... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, t'imagines, pour les constructeurs, c'est compliqué parce que faire ce type d'effet d'annonce, ça donne un signal difficile au réseau parce que les mecs, ils ont des stocks à gérer. T'as les clients qui vont dire, bon, Coco, ta moto, c'est fini, fais-moi une remise de 40%, sinon je la prends pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Suzuki a pris les devants, bravo, parce que c'est pas... on sait que dans les équipes commerciales, c'est pas simple d'assumer ça. Après, il y a des rumeurs insistantes sur une ZZR 1400. C'est Kawasaki, 123 ventes l'an dernier, la ZZR, beaucoup moins, quasiment 2 fois moins que la H2.
Enfin, ça vaut pas le coup On de sait renouveler qu'ils un sont truc à fond pareil, dans la technologie du compresseur pour downsizer, donc réduire Ouais, mais les ça, c'est émissions. en France. Ça, c'est en Et sur France. l'Europe, c'est comment? Et sur les Oui, States. parce que Et c'est sur vrai les qu'il y a pas- States. Ah, Sur les voilà. States, Là, Sur les par States, contre, ouais, on sait pas. Et après, en fait, tu peux te dire d'autres modèles sur lesquels il n'y a pas de communication, mais tu prends par exemple une ZFR 800 et son cousin Trail, la Cross Runner 800X, là, qui se vend pas du tout. C'est des moteurs qui ont Oui, 25 ça, ils ans vont de disparaître conception, aussi, c'est des ouais, motos ouais. qui font plus de volume. Alors, tu as toujours des fans de la VFR, mais de moins en moins quand même. Tu te dis, bon, ça C'est devient la GT. compliqué de moderniser un moteur comme ça, puis on sait très bien que les moteurs en V, c'est chouette, mais techniquement, ça coûte cher. Ouais. Mais c'est peut-être aussi des bécanes de l'ancienne école, comme chez Yamaha, la FGR. Voilà, la FGR qui est dans sa dernière année avec l'Ultimate Edition noire à filet doré. Oui, mais là c'est pareil, me dites pas que Yamaha va pas ressortir une grosse GT, ne serait-ce que parce qu'il y a des Mais marchés si, où, pas sûr où que ça c'est se vend, non, c'est Peut-être- sûr. Ouais, mais ce sera On ne sait autre pas, chose. c'est le FJR, c'est une évolution. Dire, la 1200 FJR, c'est début 2000, je crois, cette moto qui a 20 ans. 1300. 1300 FJR. Après, je sais pas quel était le lien avec la FJ 1200. C'est un moteur tout neuf ou est-ce qu'il l'avait rendu liquide? Ah je non, sais non, plus non, trop, non, tu vois. c'est complètement C'était différent. complètement- Enfin, c'est un Rien moteur à qui a voir. 20 ans, tu vois, donc c'est un peu. Voilà, à un moment, c'est en bout de vie. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est comme Honda, hein, parce que tu parles. On a vu aussi Honda travailler sur une bécane style 1000 XX, tu sais, Blackbird, je me Oui, rappelle. oui, quoi. oui, oui. Donc c'est, enfin bon, il y a quand même des choses qui vont être. il y a Moi, pas de j'ai une communication question pour là. C'est là la norme. Ça, on arrête c'est les gros cylindrés qui sont un peu bloqués. J'ai l'instant. l'impression. Ouais, ouais. Les moyennes, en fait, elles passent. Il n'y a pas beaucoup à modifier. Ouais, enfin après, reste Moins à de savoir si ça devient des plombs ou pas, quoi, parce que c'est quand même assez bizarre, hein, la norme Euro 5. Hein. Tu remarqueras, par exemple, tiens, tu prends un Vestrom 1050, il change pas la cylindrée, bah, le moteur, il est quand même un poil différent, tu vois. En revanche, tu vois, pour les autres, ils sont obligés d'augmenter la cylindrée, parce que sinon, tu perds en agrément. Donc, à partir du moment où tu changes pas la cylindrée, tu changes le caractère du moteur. C'est très clairement ce qui s'est passé sur le Vestrom 1050, qui est pas moins intéressant en soi, mais qui est forcément un petit peu plus linéaire en bas, un petit peu plus creux Ouais, en mais bas. là, tu me parles Ils de sont 1 allés chercher de la puissance litre, plus de 1 lourde. litre de cylindrée, mais sur les 650, tout ça, la CBF 650, elle passe, il y a une grosse modif, il n'y a pas de modif. On va encore tomber sur des trucs où, comme une 600 phaser, les anciennes, de 98 à je sais plus quelle année, ça c'était la norme Euro 2 ou Euro 3, la norme Euro 4 ou Euro 3, c'était la même moto. Voilà. Est-ce qu'il y a des machines qui passent et en fait c'est toujours la même moto? Parce que ça, il y a la vignette critère En où tu as fait- l'escroquerie qui est là, quoi. Le truc, c'est que tu sais, Euro 5, ils sont au courant depuis 2013, hein, parce que c'était prévu en même temps qu'Euro 4. Donc, ils ont déjà vachement anticipé les Ouais. constructeurs à ce sujet-là. En fait, tu as des moteurs qui, globalement, Qui tu sont vois, déjà qui- Euro qui, 5. déjà Oui, oui, Euro qui sont 4, en déjà fait, prêts. passer les normes Mm. étaient mieux disantes que les normes Ouais. Euro 4, et donc ils sont Et de donc fait tu déjà te Euro fais 5. avoir avec une vignette critère. Alors que ta moto est Euro 4 et là elle a les mêmes caractéristiques qu'une Euro 5 et de ce qu'il y a eu aussi sur TF1 hein, parce que franchement j'ai trouvé que c'était dur de dire que les motos polluaient à mort beaucoup plus que les bagnoles mais en fait c'est pas les mêmes tests, c'est pas comparé pareil. Les normes bon elles sont plus en retard mais en réalité il y a des motos elles polluent pas de toute façon quoi, en Euro 3 elles étaient déjà peut-être équivalentes Euro 5 aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est politique, une arnaque, je pense, là. Faut rentrer dans Mais il y a un vrai sujet autour Moi, de ça. là, Déjà, le temps faudrait... que tu passes sur la route avec une moto est différent de celui que tu passes avec une voiture. oui. Donc la pollution à la sortie du Non, pot mais sur même, un banc à mais rouleau, même, c'est pas tout mais à fait même la en même sortie, chose que dans la mais réalité. même en sortie quoi. du pot, on parle de normes où on dit au maximum, ta moto, elle doit faire ça. Que si tu compares un 125 et un 1400 sur la même norme, Ça va. c'est sûr que bah, si un ZZR passe, à 90, c'est sûr que ma moto de 1970, sa refroidissement à air, elle passe. Et ça va continuer. Ouais, le problème des polluants, c'est que c'est pas forcément les mêmes en fonction des époques. C'est ça aussi. C'est que ça dépend sur quoi tu regardes. C'est-à-dire, Oui, si mais tu regardes je te prends un exemple. Tu regardes le CO2. Bon, il y a des véhicules aujourd'hui qui captent vachement mieux ou qui en rejettent vachement mieux, si tu veux, mais ils vont rejeter plus de NOx, etc., etc. En fait, il y a tellement de polluants différents qui sont analysés et qui sont nécessaires pour ces fameuses normes d'atteindre certains niveaux que toi, aujourd'hui, peut-être qu'en CO2, une bécane d'il y a 20 ans, elle est bien pire, mais qu'au niveau des NOx, elle était meilleure. Et vice-versa. Le truc, c'est que tu arrives à un moment, tu dis c'est norme Euro 5, il faut que tous les niveaux soient comme ça. En norme Euro 5, tu arries à faire passer quand même des bagnoles. En bagnole, on est quoi? On est en 6C ou je sais pas quoi. Tu passes quand même des bagnoles qui font combien de chevaux? T'as des trucs énormes. C'est pas le problème.
C'est pas le problème, c'est les rejets en fonction d'eux, quoi. Et donc à partir de là, je sais. Ouais. Mais si tu Et veux, alors, ils tu vont crois te qu'il y a mettre une 10 filtres. Tu regardes sous une Peugeot aujourd'hui, t'as 3 ou 4 filtres différents, un qui capte l'inox, un qui capte machin, un filtre à urée, un filtre à bidule, un filtre à bitonio, et au final, en sortie de pot, t'as pas grand-chose. Mais que de travail il a fallu, que de recherche et que de contraintes sur le moteur. Mais tu parles quand même d'un moteur qui a une certaine cylindrée dans une bagnole. Bon, maintenant ils font quand même des 1 litre, des 1 litre 4 je crois, qui font 180 chevaux, turbo compressé, machin. Mais avant, une bagnole quand elle faisait 1 litre 5, t'avais 75 chevaux quoi, 80 chevaux. C'est la norme de pollution, elle était comme ça. Oui, mais ça veut pas dire que, alors, en termes de rejet de trucs azotés, ce que Est-ce tu qu'elle veux, était elle pire était que meilleure. maintenant C'est même pas sûr. Faut croire que oui, sinon elle passerait cette norme-là, tu vois, on les empêcherait pas, quoi. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'elle rejetait autant de CO2 à l'époque qu'aujourd'hui, mais par exemple sur tout ce qui est oxyde d'azote, etc., à l'époque c'était dramatique et c'est vers ça qu'ils ont tendu. Ouais, mais de faire baisser ces niveaux-là. Le aussi. truc, c'est pas ça, c'est que comment c'est possible? Comment on peut comparer une 1400 ZZR à une 125? On a juste demandé au constructeur que pour tant de consommation de machin ou tant de bidule, il y ait tant de rejets de ça, en tout cas pas plus. Non mais regarde, juste un truc, t'as eu les normes et t'as plein de véhicules en fait qui réellement n'ont pas changé, d'accord? Après il y a eu des petites modifs. Par exemple, sur les 2 temps, je vais prendre le truc tout con, ils ont mis une pompe à air dans le pot d'échappement, voilà, pour ajouter un peu plus d'air et tout. On l'a upgradé. Là, on nous fait chier avec une transfo, je sais plus comment ils appellent ça, pour dire tu ramènes ta vieille Clio, on te met un moteur électrique dedans. Mais pourquoi? Ouais, le rétrofit. Mais pourquoi on fait pas du rétrofit sur du méca aussi? Si des fois c'est juste un pot d'échappement à mettre. C'est pas idiot. Tu vois? Oui, parce qu'en ce moment, la mode, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse des véhicules électriques. Oui, c'est peut-être aussi non, mais pour voilà, tu vois, dynamiser le marché. Mais combien de fois on s'est posé la question avec Philippe, puisqu'on fait un peu de bagnole tous les deux, donc combien de fois on s'est posé la question de savoir si finalement c'était pas beaucoup plus polluant de fabriquer une nouvelle bagnole plutôt que d'en entretenir une correctement qui est ancienne et avec laquelle on roule pas des masses. On s'est posé la question 150 fois. La réponse, nous, on pense l'avoir. La réponse, elle est claire. C'est moins polluant de garder une vieille bagnole et de l'entretenir correctement et de faire qu'elle fonctionne correctement plutôt que de fabriquer une toute nouvelle bagnole en partant de rien. Ça paraît, pour nous en tout cas, c'est une évidence. Alors selon les caisses et la technologie, le recyclage c'est on va dire entre 5 et 10 tonnes de CO2, recycler une caisse. Et c'est vrai pour les motos. Fabriquer une caisse c'est entre 10 et 15 tonnes de CO2 et le cycle de vie d'une voiture on va dire c'est entre 10 et 20. Donc finalement tu gardes la tienne, tu roules, tu l'entretiens, t'as pas fait tourner. Non mais t'as pas fait tourner l'économie non plus. Mais t'as pas donné de taxes pour une nouvelle bagnole. T'as pas fait ça. À un moment, il faut quand même mettre les choses face au contexte. Voilà, à un moment, faut renouveler. Faut que ça tourne dans le marché. Si c'est pour que tu gardes ta bagnole pendant 30 ans, comme ça se faisait il y a quelques années, et il y en a encore des gens qui roulent avec des trucs qui ont 30 ans et qui roulent très très bien. C'est sûr que ça fait pas marcher le commerce. C'est magnifique, une Baccara marron avec le siège marron. Ouais, siège marron noir avec les sièges marrons. Ah yes. J'ai fait waouh. Et le vieux, il allait avec quoi. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est quand même qu'on est en train de nous expliquer qu'il va falloir que les frigos soient réparables et qu'on puisse les garder pendant des années. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée pour que l'obsolescence programmée. Donc c'est quand même étonnant de dire aux fabricants aujourd'hui de smartphones, de frigidaires et de tout ce qu'on veut qu'il faut absolument que ça soit réparable et qu'on puisse se les coltiner pendant 30 ans à la maison en étant en mesure de les réparer et qu'on n'applique pas la même philosophie sur les deux roues et la bagnole. Le frigo est moins doué que le lobby des fabricants de bagnoles. J'en sais rien. En tout cas, c'est quand même une question qu'on est en train de se poser. Une fois que tu l'achètes, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien derrière. Tu le prends et c'est poubelle. Et ça dure quoi? 10 ans un frigo en moyenne? Bah ouais, pour ceux pour qui ça dure 10 ans, tiens, dites-nous en commentaire si votre frigo dure 10 ans. Non, c'est une blague. Moi, il a 10 ans, le mien, il a jamais rien. C'est une blague. Mais n'empêche que votre avis sur tout ça nous intéresse. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans des émissions ultérieures. On passera un petit peu plus de temps, peut-être sur ces histoires d'obsolescence programmée, de choses, parce que c'est pareil, des fois sur les motos, on est en train de se demander si telle et telle chose sont pas un petit peu programmées. Je sais pas, la durée d'un keychain, je sais rien, je dis ça comme ça. Ça se trouve, il y a des choses qui sont la durée d'un journaliste moto. Et voilà, et là on fera des choses super rigolotes. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut, à plus tard.